Le roi de Jordanie a rendu visite à la famille du pilote brûlé vif par l'État islamique. La Jordanie qui a mené aujourd'hui d'importants raids aériens contre les positions de l'État islamique en Irak et en Syrie. En visite à Kiev, John Kerry appelle la Russie à sortir de la guerre en Ukraine. La France et l'Allemagne vont, elles, tenter ce soir et demain une médiation diplomatique entre Kiev et Moscou. La Banque centrale européenne a finalement accepté d'ouvrir une dernière fois les vannes pour aider les banques grecques. Aujourd'hui, une aide d'urgence en liquide leur a été accordée. Le Grand Direct, avec Jean-Charles Banou. Bonsoir à tous. La Jordanie a donc crié vengeance depuis hier. Le roi de Jordanie a lui-même annoncé que les opérations militaires allaient s'intensifier, n'excluant même pas au passage la possibilité d'intervention au sol. Vous le voyez à l'image aujourd'hui, le roi Abdallah de Jordanie a rendu visite au père du pilote jordanien martyrisé par l'État islamique, des images qui ont choqué le monde entier et qui ont occasionné des manifestations aujourd'hui à travers tout le royaume hachémite. On va en parler car évidemment cette situation va peut-être bouleverser un petit peu la donne dans la région. Avec nous Avi Pazner, bonsoir, ambassadeur d'Israël, tout comme vous Yitzhak Levanon, merci d'être là à tous les deux. Et on a vu également que Benjamin Netanyahou avait justement apporté de nouveau ses condoléances aujourd'hui au roi de Jordanie après ce meurtre. وأن حربنا لأجلها ستكون بلا هوادة وسنكون بالمرصاد لزمرة المجرمين ونضربهم في عقر دارهم. ولا داعش هؤلاء كفرة إرهابيين لا يعرفون الإنسانية ولا يعرفون حقوق الإنسان وعلى المجتمع الدولي أن يسعى لتدميره. ونقول لهؤلاء المجرمين القتلة السفاحين إن هذا لن يدوم. Alors évidemment, il y a les images que l'on vient de voir, celle du roi Abdallah en uniforme, en treillis, qui annonce comme s'il allait lui-même mener les assauts. Yitzhak Levanon, c'est plus de la propagande, une manière de montrer au peuple jordanien. Non, je ne crois pas que ce soit de la propagande. Je crois que c'est une façon de s'identifier avec le désir du peuple. Regardez, le roi, il est en colère. Et justement, et la Jordanie, tout le royaume, il est en colère. Et tout le monde crie vengeance. Donc le roi de Jordanie comprend très bien qu'il peut profiter de cette situation pour redorer son blason. Et bon, qu'il se montre comme étant le dirigeant, le vrai dirigeant du royaume. Et c'est vrai qu'il est un pilote. Il est un pilote. Et d'ailleurs, il y a eu une information cet après-midi ou ce matin que comme quoi le roi de Jordanie voulait piloter un avion et faire ses attaques, mais ça a été démenti plus tard. Je crois qu'ici, le roi veut montrer un genre d'identification, d'appui, de support avec la population, que comme quoi, je suis votre roi, mais je suis avec vous dans cette question-là. Avi Pazner. Écoutez, je crois que ce n'est pas seulement en Jordanie, c'est dans le monde entier qu'il y a une révulsion face à ce nouveau record de cruauté. Je ne me rappelle pas avoir vu cela dans ma vie. Nous avons vu beaucoup d'exemples de cruauté, malheureusement. Mais quelque chose comme ça, brûler vif quelqu'un dans une cage, c'est vraiment inventer quelque chose de complètement nouveau pour, justement, frapper l'opinion publique. Quelle opinion publique? Dans les pays arabes. Et j'ai constaté, d'ailleurs, que les Émirats avaient déjà fait retraite, avant de savoir que le pilote jordanien avait été brûlé vif. Donc, cela a malheureusement un certain impact. Mais d'une autre manière, je suis quand même satisfait de voir que la Jordanie a appliqué la loi du talion. Un œil pour un œil, une dent pour une dent. C'est ce que les terroristes islamistes comprennent, ok?
Et je crois que dans le monde arabe entier, parce que avant on exécutait évidemment beaucoup d'otages, mais on n'a jamais exécuté un arabe d'une manière telle que cela a été fait, même en trouvant une raison de le faire dans le Coran, disant celui qui te brûle, tu le brûleras. Et comment est-ce qu'ils ont pensé cela? Lui, il venait jeter des bombes, donc les gens brûlaient, nous allons le brûler. Ils ont même trouvé une explication coranique à cet acte barbare de cruauté. Et moi, je dis que ce qu'on fait contre Daesh, ce n'est pas assez. Okay? Ce n'est pas assez. C'est bien, j'entends les Jordaniens ont fait encore des sorties aériennes. Je suis sûr que aussi les autres pays de la coalition, ce n'est pas suffisant. Il faut prendre une action concertée et terrestre contre ces terroristes. Sans ça, ces normes vont s'implanter au Moyen-Orient. Regardez, je crois que ce que vous voulez de mentionner, monsieur l'ambassadeur, les lois du talion, je crois que c'est le langage, malheureusement. C'est le langage qui sévit dans le monde qui est autour de nous. Mais ce n'est pas suffisant œil pour œil, un œil pour un œil, si on veut arriver à des résultats. Et dans la mentalité de cette région-là, et on a vu d'ailleurs une puissance dont je ne vais pas mentionner le nom en 1982 au Liban, et elle l'a fait, c'est que contre une personne de ces nationaux, eh bien, elle a exécuté 10 de l'autre côté. Donc ça a été compris par, disons, les adversaires. La seconde chose, la Jordanie, elle est connue pour avoir un service de renseignement qui est très bien. Il frôle l'excellence même. Donc je crois que la Jordanie, elle est en train d'investir maintenant des efforts pour arriver au noyau de ces gens-là, dans les abris de Daesh ou bien de l'État islamique, et de monter un coup qui sera un coup spectaculaire. Ça donnera franchement une grande renommée, disons, à l'armée jordanienne et à la Jordanie elle-même. Parce qu'elle peut utiliser ceci. Pour l'instant, la Jordanie, elle pense, mais elle ne peut pas le faire. Premièrement, elle ne peut pas faire continuer ses attaques sans coordonner avec l'Alliance. Ce n'est pas possible. Secondo, je ne crois pas qu'elle ira sur une opération terrestre seule. Elle ne pourra pas le faire. Donc, ce qui reste, c'est de trouver des objectifs ou des cibles à travers l'intelligence. Ils ont cette intelligence, ils ont cette information. D'ailleurs, c'est très clair. Je le répète ici, en 2006, par exemple, lorsque Ahmad al-Zarqawi, Maaz al-Zarqawi a été tué par les Américains, c'est lui qui était le chef de Daesh. Avant l'actuel, c'était la Jordanie qui a procuré aux Américains l'information sur Zarqawi, où il se trouve. Et moi, je vois peut-être aussi une autre possibilité, comme le dit l'ambassadeur Lebanon, aussi dans les liens entre la Jordanie et Israël. C'est peut-être par hasard, ou peut-être pas, que la Jordanie a envoyé encore une fois de nouveau son ambassadeur en Israël. Okay? Juste, je crois, 1 ou 2 jours avant l'exécution. Pas l'exécution, avant la diffusion de la vidéo. La diffusion de la vidéo. Comme vous avez dit, ils ont des bons renseignements. Je crois qu'ils savaient déjà. Je crois que la Jordanie savait déjà ce qui a été fait par Daesh. Et donc, je crois que ce n'est pas par hasard, qu'ils ont demandé à leur ambassadeur de revenir en Israël. Car il y a un danger pour la Jordanie. Il y a un danger. Il y a un danger de voir Daesh se rapprocher des frontières jordaniennes. Donc, je crois que la coopération avec Israël, qui n'est jamais faite au grand jour, qui est toujours souterraine, soit maintenant augmentée, et renforcée. Et c'est une des possibilités qu'on doit voir globalement dans la région. Oui, moi, je tends à accepter que la Jordanie avait certains renseignements. Et comme je l'ai dit, ils ont des très bons services de renseignement. Mais je crois que le fait qu'ils ont dit à Daesh, on est prêt à relâcher cette femme, mais donnez-nous des preuves que le pilote est en vie. Ils savaient déjà, parce qu'il a été exécuté tout simplement 2 semaines après sa capturation. C'est déjà 2 semaines. 2 semaines. Donc ils ont su. Le début janvier. C'est ça, donc ils ont su ça à l'avance. Alors on parlera dans un instant justement des moyens envisagés pour durcir le combat contre l'État islamique, mais on va revenir d'abord en images donc sur cet hommage rendu aux pilotes en Jordanie aujourd'hui, Maxime Pérez. Cette photo fait la fierté du royaume. Le roi Abdallah II de Jordanie en combinaison de pilote, prêt à mener sa première mission de combat contre Daesh. À en croire la presse jordanienne,
Le souverain hachémite aurait participé en personne aux dernières frappes contre des cibles de l'État islamique en Irak et en Syrie. Des raids confirmés par Amman, plus que jamais déterminé à venger la mort de son pilote, brûlé vif par les djihadistes. Et contrairement aux Émirats arabes unis qui ont suspendu leurs opérations contre Daesh, la Jordanie n'exclut pas de les élargir, peut-être même par des attaques au sol. Mercredi, cette option aurait été évoquée lors d'un conseil de guerre dirigé par le roi Abdallah II. Abdallah II résolu également à montrer l'unité du royaume. Ce jeudi, il s'est rendu dans le village de Karak pour saluer les proches de Mouad El-Kassasbé. Visite et cérémonie solennelle en marge de laquelle le père puis le frère du pilote ont pris la parole. J'appelle la communauté internationale et toutes les puissances du monde à détruire cette organisation terroriste qui n'appartient à aucune religion. Ce groupe de renégats qui est inhumain doit être détruit et éliminé. Un appel qui pourrait avoir été entendu par la Grande-Bretagne. La commission de la défense du Parlement a estimé dans un rapport que le gouvernement de David Cameron devait faire davantage dans la lutte contre Daesh. Londres, jusqu'ici, n'a mobilisé que quelques escadrilles de chasseurs bombardiers Tornado et des drones Reaper. Et pendant ce temps au Yémen, autre front de la lutte contre le djihadisme, c'est un avion sans pilote américain qui a visé et tué un important chef d'Aqba, Al-Qaïda, dans la péninsule arabique. Areth al-Natrari, ici à l'image, avait menacé la France de nouveaux attentats au lendemain de l'attaque de Charlie Hebdo. Sa mort remonterait au 31 janvier dernier, selon des responsables d'Al-Qaïda. Voilà, importante figure donc d'Al-Qaïda au Yémen, tuée aujourd'hui par ce drone américain, et qui nous ramène donc justement à la lutte menée par cette coalition. On a vu donc les Britanniques s'interroger. Aux États-Unis, il semble que le Congrès républicain aussi envisage d'augmenter la présence américaine. Est-ce que vous pensez vraiment que cette coalition pourrait un jour envisager d'entrer au sol sur le... Vraiment, je ne vois pas, en tout cas pas le président Obama, entrer avec une opération terrestre en Irak ou en Syrie. Mais ce que je peux voir, c'est que l'Amérique et les autres pays de la coalition pourraient pousser leurs alliés arabes à se mobiliser d'une façon plus musclée. L'Irak, certainement, qui est là, mais peut-être aussi l'Arabie saoudite et même l'Égypte, qui en ce moment a ses propres ennuis au Sinaï, a son propre Daesh et ISIS au Sinaï, mais peut-être qu'une fois cette affaire réglée, l'Égypte, elle aussi, pourrait participer. Donc, je ne vois pas vraiment, ni des troupes françaises d'ailleurs, ou anglaises, certainement pas américaines. Il faut trouver le moyen d'arriver à ce que les pays de la région trouvent la solution par eux-mêmes, avec l'aide, évidemment, de la coalition. On a vu, par exemple, que les bombardements aériens avaient quand même sauvé la ville de Kobani. C'est une victoire des Kurdes qui n'a été faite que grâce aux bombardements. Ils ont bombardé chaque position de ISIS. Mais ça, Kobani, c'est seulement une petite ville, même pas très importante, sur la frontière avec la Turquie. ISIS, aujourd'hui, règne sur un tiers de la Syrie et la moitié de l'Irak. Donc, il faudra, à long terme, trouver d'autres moyens beaucoup plus musclés. Et Track Lebanon, là-dessus ? Regardez, moi, il y a une chose qui me gêne beaucoup. Si vous regardez ce qui se passe au Sinaï, par exemple, c'est Ansar Bet al-Maqdas qui est lié avec l'État islamique, qui tue des musulmans sunnites égyptiens. Et si vous prenez l'Irak, c'est la même chose, ce sont des musulmans qui tuent des musulmans. Si vous voyez maintenant avec la Jordanie, il brûle vif un autre musulman. Je ne vois pas la réaction du monde islamique et du monde arabe. C'est vrai qu'on parle de la coalition. La coalition parce qu'elle veut lutter contre le terrorisme international. Les Américains l'ont dit carrément. Ils ont essayé aussi de mobiliser les choses. Mais où est le monde islamique? Où est le monde arabe pour faire un front contre ces gens-là? C'est pas seulement Daesh. Il faut jamais oublier que Ansar Bet al-Maqdas et que Jabhat al-Nusra, ce sont tous pareils.
Ils sont dispersés. Aujourd'hui, c'est Daesh et c'est l'État islamique qui a brûlé vif. Mais Jabhat al-Nusra est aussi en train de faire des massacres et des atrocités en Syrie. On a vu l'attaque contre l'armée égyptienne avec 40 morts. C'est une atrocité aussi. Donc je ne vois pas ceci. Et sans cela, ce sera très difficile pour la coalition, avec les frappes aériennes, de mettre fin à l'État islamique. L'autre point qui est, je crois qui est acceptable par tout le monde, et même par le Pentagone, c'est que sans une rentrée terrestre, sans une force qui pourrait déloger ces gens-là, il n'y aura pas une solution à l'État islamique. Si je peux ajouter quelque chose à ce que dit l'ambassadeur Lebanon, nous connaissons nous-mêmes des groupes terroristes islamistes qui ne sont peut-être pas arrivés au degré de cruauté de Daesh, mais qui eux aussi pratiquent le terrorisme. Le Hamas, par exemple, ok ? Le Hamas qui fait des camps d'entraînement pour enfants pendant les vacances scolaires où on leur dit de tuer des moutons ou des poules pour voir le sang. Et même, je prends comme exemple le Hezbollah, qui n'est pas une organisation sunnite, mais chiite. La cruauté du Hezbollah, par exemple, quand ils ont tué nos soldats et qu'ils ont ramassé les corps, ils n'ont pas dit pendant des années s'ils étaient morts ou vivants. Ils ont laissé toutes les familles, tout un pays en suspens. C'est-à-dire que ce n'est pas seulement, ce que je veux dire, Daesh, c'est le summum de la cruauté, ok ? C'est le record, c'est lui qui bat tous les records. Mais cette cruauté est inhérente au Moyen-Orient parmi les groupes islamistes, ok ? À un degré ou à un autre, Israël aussi doit faire face à cela, ok ? Même, regardez, les attaques suicides du Hamas, par exemple, c'est aussi quelque chose, c'est une atrocité, ok ? Le bombardement de missiles, de kibbutz, là aussi, nous avons affaire, dans tout le Moyen-Orient, à quelque chose d'extrêmement pénible qui s'appelle le terrorisme islamiste et qui n'est pas confiné seulement à Daesh. Et aujourd'hui, on parle beaucoup moins finalement du danger que représente Assad en Syrie. On a oublié finalement que c'était... Personne ne l'a oublié. Non, on n'en parle plus. Les Alliés ne se préoccupent plus finalement de son sort. Les États-Unis, ils ont parti. Les États-Unis. Et je crois que le futur ministre de la Défense américaine, il a dit carrément, on a une priorité, la priorité c'est de faire face à l'État islamique. Lorsqu'on va terminer avec ceci, on va déloger Assad. Mais est-ce qu'Assad n'avait pas raison au début, quand il a mis en garde les Occidentaux face au risque d'armer ces groupes djihadistes en leur disant « ça se retournera contre vous » ? Bah regardez, et ça sera très difficile en tant qu'Israélien parce qu'ensuite on va me taxer de quoi que je supporte Assad. Mais il avait raison. Assad, il y a 3 ans ou il y a 4 ans, il avait raison. D'ailleurs, Moubarak aussi avait raison. Mais l'Occident, pour ne pas dire un certain pays plus spécifique, n'a pas voulu l'écouter. Pour ne pas mentionner l'Amérique. Ils n'ont pas voulu l'écouter. Assad a dit de façon très claire, il y a 4 ans, laissez-moi terminer avec ce terrorisme, ensuite on parlera de réforme, je suis prêt à rencontrer l'opposition. Ce qui se passe après 4 ans, il y a 200 000 morts, et on se rencontre à Moscou avec l'opposition pour discuter du futur du régime. Mais c'est absurde. L'Occident ne comprend pas l'Orient. C'est clair. Mais maintenant, c'est très difficile de dire que nous, on appuie Assad. Parce que bon, c'est un peu compliqué sur place. Il y a Jabhat al-Nusra qui l'attaque, il y a le Hezbollah qui l'aide, il y a le Daesh qui est dans le nord, avec Raqqa, etc. Il y a un point que je voudrais tout simplement attirer l'attention, et je retourne là sur la question de la Jordanie. On a vu le roi, on a vu l'appui, on a vu le support, on a vu tout. Mais il y a une frange populaire à l'intérieur de la Jordanie, ce sont plutôt les salafistes qui sont pour se retirer de la coalition internationale. La Jordanie, qu'elle se retire, comme les Émirats. Il faut faire attention à cela. J'aimerais revenir, si vous le permettez, sur Assad et sur les islamistes. Du point de vue israélien, je suis israélien, donc égoïste. Je veux savoir qu'est-ce qui est bien pour Israël. Je ne suis pas sûr du tout qu'Assad, pour nous, est mieux que Ansar el-Nusrat ou les autres organisations islamistes qui sont là. Il faut se rappeler que Assad, c'est le grand allié de l'Iran.
et que le plus grand danger pour Israël, le danger stratégique, ok, c'est l'Iran. C'est pas le Hezbollah qui peut détruire Israël, c'est pas le Hamas qui peut détruire Israël, mais l'Iran, par exemple, un Iran nucléaire, allié de la Syrie. Une Syrie d'ailleurs qui permet aujourd'hui, peut-être parce qu'elle n'a pas le choix, au Hezbollah de bâtir une présence sur la frontière d'Israël et que maintenant, déjà Nasrallah l'a déclaré, il n'y a plus maintenant de différence entre la frontière libanaise et syrienne, c'est-à-dire que voilà, il y a déjà un étau du Hezbollah. Et qui est derrière le Hezbollah? C'est l'Iran. Qui est derrière Assad? C'est l'Iran. Donc moi, du point de vue israélien, c'est vrai, c'est un peu comme choisir entre la peste et le choléra, ok? Et je ne suis pas sûr du tout que Assad soit mieux pour nous dans la situation d'aujourd'hui. C'est très possible que, bon, pour Israël, tant que dure la confrontation, comme l'avait dit l'ambassadeur Lebanon tout à l'heure, entre Arabes, entre Sunnites et Chiites, pour Israël, bon, c'est quand même un temps donné, ok? Mais à long terme, je me demande si Assad vraiment va gagner cette guerre, et il doit tellement à l'Iran, et il doit tellement au Hezbollah, est-ce que c'est dans le meilleur intérêt d'Israël? Je n'en suis pas sûr du tout. Ouais, en tout cas, on avait vu effectivement que l'Iran s'approchait très dangereusement et physiquement de la frontière israélienne dans le Golan, ce qui a occasionné l'incident il y a quelques semaines. Alors, je voudrais qu'on écoute également des réactions recueillies au sein donc de la population jordanienne aujourd'hui après donc le choc qu'a représenté la mort par le fait d'être brûlé vif de ce pilote de l'armée jordanienne. Réaction recueillie aujourd'hui. Cet événement organisé par ce mouvement de jeunesse est la preuve flagrante du soutien du peuple jordanien à notre roi et à la famille de Mouad al-Kasasbeh. La condamnation du terrorisme que nous voyons aujourd'hui prouve que les jeunes Jordaniens ne veulent pas être mêlés à ces barbares. Aujourd'hui, le peuple jordanien est uni. Dieu merci, ça nous a renforcés et unifiés. Nous sommes là pour notre pays et pour notre roi. Notre réaction en tant que Jordaniens a été dure. Nous ne pensions pas que quelqu'un qui représente le drapeau jordanien devienne un martyr, pas même nos pilotes. Voilà donc quelques réactions aujourd'hui en Jordanie. Est-ce que vous avez l'impression que la Jordanie, qui a été confronté à une vague de contestation aussi en 2011 comme dans la plupart des pays arabes, avec cet événement, va retrouver une unité là Oui, sans aucun doute, on voit cette unité. La question c'est qu'elle va durer combien de temps? Parce que regardez, ce genre de situation, la lutte contre le terrorisme, ce sont des choses qui sont pas solides, disons. Ça change avec le temps, avec la donne dans la région. Et donc, c'est vrai qu'on a vu maintenant une vague. Regardez, ça fait 24 heures, c'est pas beaucoup. Mais on a vu cette vague d'unité et de solidarité dans le monde, dans le royaume jordanien. La question serait de voir combien de temps ça va durer. Par exemple, si la Jordanie va commencer à faire des attaques, que ce soit sur base de renseignements ou d'autres attaques, et elle aurait des pertes. Ça peut influencer, disons, l'opinion publique du royaume. S'il y aura un succès, ça va, disons, pousser en avant les gens qui disent, oui, continuez, parce qu'on doit faire revanche, on doit, disons, venger et ce qui s'est passé, etc. Donc, et cette fluidité politique, je crois, sera la conséquence de cette unité, mais cette unité, on la voit aujourd'hui déjà. Ouais. Avi Pazner, on dit que la Jordanie est une puissance dans le Moyen-Orient, et pour les pays arabes, c'est le cas, vraiment? Une puissance, la Jordanie? Pas tellement. Puisque son armée, paraît-il, est redoutable. Non, c'est une armée bien entraînée, qui nous a donné du fil à retordre dans nos guerres. Heureusement, aujourd'hui, nous avons la paix avec la Jordanie. Mais la Jordanie n'est pas une puissance au Moyen-Orient. Okay? C'est un pays, je connais bien la Jordanie, j'y étais plusieurs fois pour mon travail. C'est un pays magnifique, mais c'est un désert. Okay? Une population de 400 millions, dont maintenant 1 million de réfugiés syriens. Et l'économie, bon, c'est très moyen, ils n'ont pas de ressources naturelles. C'est pas une puissance. Oui, monsieur l'ambassadeur, un petit point, si vous permettez. On parle face à l'État islamique. La Jordanie, c'est pas l'Irak face à l'État islamique. Oui, mais ils sont pas loin. Les Kurdes. Oui, mais ils sont loin. C'est pas la Syrie. Oui.
Donc, face à l'État islamique, si j'étais du côté de l'État islamique, je penserais 2 fois avant de confronter l'armée jordanienne. Le problème, c'est que... C'est pas face à Israël. Oui, je comprends très bien, bien sûr. Mais il n'y a pas de contact. De contact direct. Ils ne sont pas loin. L'État islamique n'est pas loin de la Jordanie. Mais ça marche dans les 2 sens. Hein. La Jordanie n'est pas loin de l'État islamiste. Et l'État islamiste n'est pas loin de la Jordanie. Ils sont très près sur la frontière irakienne, par exemple. Ils sont là. Ils sont sur la frontière jordanienne. OK. Donc, la Jordanie, oui, peut se défendre, certainement. Mais je ne vois pas la Jordanie à elle seule combattre Daesh parce qu'un pilote a été brûlé. OK. Quelques jours, il va y avoir beaucoup de bruit. On va voir le roi se faire photographier en pilote. On va voir l'unité. Mais à long terme, ce n'est pas sur les épaules de la Jordanie que doit reposer tout le combat contre Daesh. La Jordanie n'a pas les moyens de faire ça. Ça, c'est évident. Et puis, il faut penser un peu à l'Europe aussi. L'Europe, qui elle aussi se trouve visée par Daesh, c'est-à-dire du point de vue des combattants de Daesh qui rentrent en Europe. Okay. J'ai vu des images atroces à Mossoul. Ils ont fait de grands écrans et ils ont invité le public à voir l'exécution, si on peut dire, ou l'autodafé du pilote. Et vous auriez dû voir les applaudissements de jeunes de 13, 14, 15 ans. Il faut penser à cela aussi. Et il y a aussi beaucoup de combattants qui viennent de France, qui viennent d'Angleterre, qui viennent de Belgique, qui vont rentrer chez eux après avoir vu ces images. Qu'est-ce que ça peut donner? Donc, il y a un très gros risque et on ne peut pas demander à la Jordanie, comme pays moyen au Moyen-Orient, de porter sur ses épaules tout le poids d'une lutte contre Daesh. Je ne crois pas que la Jordanie elle est en train de penser de prendre, disons, la relève des États-Unis face à l'État islamique, qu'elle mène la lutte. Mais je crois que oui, la Jordanie pourra chercher des cibles déterminées et d'attaquer ces cibles pour redorer, disons, le prestige qu'elle a dans le monde arabe. Et ben voilà, donc en tout cas, la Jordanie qui a commencé aujourd'hui des opérations aériennes importantes, plusieurs raids menés donc par les avions jordaniens aujourd'hui sur les positions de l'État islamique. Merci beaucoup Yitzhak Levanon, merci Avi Pazner. Dans un instant, on s'intéressera à un autre point chaud sur la planète, ça se passe en Europe cette fois, la guerre entre l'Ukraine et les rebelles pro-russes et des initiatives diplomatiques ce soir entre Kiev et Moscou, orchestrées par la France, par l'Allemagne, la visite de John Kerry également. On ira également en Grèce où il y a ce soir des manifestations spontanées de Grecs à Athènes contre les décisions de la Banque Centrale Européenne qui a décidé de couper partiellement, on va dire, les crédits envers les banques grecques. De tout cela, donc on parle dans un instant, juste après une pause. Merci à vous. Le roi de Jordanie rend visite à la famille du pilote assassiné, brûlé vif par l'État islamique. La Jordanie qui a mené aujourd'hui plusieurs raids contre des positions de l'État islamique en Irak et en Syrie. En visite à Kiev, John Kerry appelle la Russie à sortir de la guerre en Ukraine. La France et l'Allemagne vont, elles, tenter une médiation diplomatique entre les belligérants. La Banque Centrale Européenne a accepté d'ouvrir une dernière fois les vannes pour aider les banques grecques. Une aide d'urgence simplement en liquide leur a été accordée cet après-midi. La diplomatie tente donc de reprendre la main en Ukraine. John Kerry est arrivé à Kiev aujourd'hui alors que les combats n'ont pas cessé dans l'Est depuis des semaines. La France et l'Allemagne tentent également une médiation pour trouver une issue à un conflit qui a déjà fait plus de 5000 morts dans l'Est de l'Ukraine. Leslie Rezoug. L'Occident au chevet de l'Ukraine, John Kerry, Angela Merkel, François Hollande, tous sont à Kiev ce jeudi. Arrivé en début d'après-midi, le secrétaire d'État américain est venu réaffirmer le soutien des États-Unis au régime ukrainien. Mais pas seulement, car John Kerry a exhorté la Russie à respecter les accords de Minsk. Tout le monde sait ce que l'on attend de cet accord. Ce n'est pas compliqué. Et la Russie doit arrêter maintenant son soutien militaire aux séparatistes et revenir à la table des négociations afin de parvenir enfin à un accord politique.
Une nécessité pour le président Porochenko qui voit le pays s'enfoncer chaque jour un peu plus dans la violence. Ils refusent de respecter leur engagement dans le cadre des accords de Minsk. Leurs attaques barbares contre les populations civiles font de multiples victimes tous les jours. Pour aider les milliers de réfugiés qui fuient les combats, les États-Unis pourraient également fournir plus de 16 millions de dollars d'aide. Et Washington envisage plus que jamais l'envoi d'armes afin d'aider les troupes ukrainiennes sur le terrain. Si John Kerry a affirmé que les États-Unis ne cherchaient pas le conflit, cette décision provoque la colère du Kremlin. Moscou se montre plus menaçant que jamais, estimant que la livraison d'armes américaines à Kiev pourrait porter un préjudice colossal aux relations russo-américaines. De leur côté, les chefs d'État occidentaux considèrent de plus en plus d'autres options. Lors de sa conférence de presse, François Hollande n'a pas hésité à affirmer que l'option de la diplomatie ne pouvait pas être prolongée indéfiniment. Pour autant, le président français et la chancelière allemande Angela Merkel comptent présenter un plan de paix aux deux parties. Il sera fondé sur l'intégrité territoriale de l'Ukraine et nous irons la discuter avec le président Porochenko aujourd'hui et vendredi à Moscou avec le président russe, car le temps presse. Un effort largement soutenu par les organisations internationales dont l'OTAN et l'OSCE qui appellent à l'arrêt immédiat des combats dans l'Est. Alors que les tensions entre le Kremlin et Kiev atteignent leur paroxysme, cette nouvelle tentative de conciliation semble être la dernière issue pour régler un conflit qui dure depuis bientôt 1 an. Alors, initiative de la dernière chance, en tout cas, vous l'avez entendu, Hollande et Merkel à Moscou demain. On va justement rejoindre à Moscou notre correspondante Yelena Voloshin. Bonsoir Yelena. Dans quel contexte va se dérouler justement cette visite des chefs d'État français et allemands ? Bonsoir Jean-Charles. Alors vous le disiez, effectivement, c'est une mission de la dernière chance avec pour contexte de ce voyage relativement précipité, John Kerry à Kiev pour discuter d'une aide militaire létale à l'Ukraine. Hollande et Merkel savent bien que c'est précisément par une telle intervention américaine que la Russie pourrait elle-même légitimer sa propre intervention dans le conflit ukrainien et augmenter ses forces jusqu'à peut-être un conflit ouvert, alors que jusqu'à présent la Russie niait toute implication. Aujourd'hui, Vladimir Poutine, lui, a signé un décret de mobilisation des réservistes, alors que de son côté, l'OTAN a décidé de l'installation de 6 centres de commandement et de 5000 soldats en Europe de l'Est pour contrer la Russie. Donc, dans ce contexte... Alors, il semble qu'on ait un petit problème de liaison avec Moscou. Est-ce que Yelena Voloshin est revenue à l'image ? Oui, on vous entend, Yelena, allez-y, vous pouvez terminer. Oui, donc je vous parlais de ce contexte extrêmement tendu et François Hollande, de son côté, qui annonce qu'il a un plan de paix qui pourrait contenter tout le monde. Alors, de quoi s'agit-il ? Eh bien, selon une source diplomatique ici à Moscou, un accord pourrait être conclu avec la Russie si l'Ukraine s'engage à ne pas adhérer à l'OTAN. Encore faudrait-il pour cela que la Russie admette que son implication dans le conflit existe, et ça, ce n'est pas gagné parce que jusqu'à présent, Vladimir Poutine se place dans la position du négociateur pacifique, disant que tout est de la faute de Petro Porochenko qui, avec l'aide des États-Unis et de l'Europe, fait la guerre à sa propre population. Et puis il y a les réactions très vives de la Russie à l'idée que les Américains puissent fournir des armes aux Ukrainiens. Oui, ces livraisons d'armes américaines à l'Ukraine, en fait, elles servent parfaitement le discours russe qui est de dire que ce sont les États-Unis qui sont la main de tout ce qui s'est passé en Ukraine depuis la révolution de Maïdan et jusqu'à la guerre dans le Donbass. Ce soir, les chaînes de télévision russes diffusent en boucle les images du patriarche de Kiev, Filaret, en visite aux États-Unis pour appuyer la demande d'une aide militaire à l'Ukraine. On l'accuse en Russie d'être un imposteur. L'opinion publique, elle est déjà formatée à recevoir cette information comme la preuve du rôle organisateur joué par les États-Unis, mais aussi de la menace que les États-Unis représentent aussi bien que l'Alliance Atlantique pour la sécurité de la Russie. Merci beaucoup Yelena Voloshin en direct donc de Moscou. Et John Kerry, lui, doit se rendre ensuite à Munich en Allemagne où il est prévu un tête-à-tête impromptu avec son homologue iranien Jawad al-Zarif. Cela aura lieu samedi et la discussion va porter bien sûr sur le nucléaire iranien alors qu'un accord pourrait être trouvé, c'est en tout cas ce que laissent entendre plusieurs sources côté iranien, avant l'échéance fixée à la fin du mois
de mars. François Hollande envisage, lui, de ne pas se représenter à la prochaine élection présidentielle en France si le chômage n'a pas baissé d'ici là. C'est l'une des phrases que l'on retient de sa conférence de presse tenue ce matin. Mais il a bien sûr été question également du contexte lié aux attentats en France et des mesures mises en place pour lutter contre le djihadisme. Léa Berdugo. Une conférence de presse placée par François Hollande sous le signe de l'esprit du 11 janvier. Pendant 2 heures, le chef d'État est revenu sur les attentats qui ont frappé la France ces dernières semaines. La vigilance est portée à son niveau maximal, déclare-t-il, car la menace n'a pas disparu. Elle a ressurgi encore ces dernières heures à Nice, avec l'agression de 3 soldats parce qu'ils portaient un uniforme, celui de la France, et parce qu'ils protégeaient un centre culturel juif. L'État doit donc agir avec la plus grande fermeté dans le respect du droit. Le président français a ainsi évoqué la mise en place de moyens supplémentaires pour la police, la justice et le renseignement. François Hollande a par ailleurs insisté sur sa volonté de faire vivre la cohésion nationale et sur l'importance de la laïcité. La laïcité n'est pas un principe qui devrait subir des accommodements. La laïcité n'est pas négociable, car elle nous permet de vivre ensemble. La laïcité doit être comprise pour ce qu'elle est, c'est-à-dire la liberté de conscience, et donc la liberté des religions. Ces derniers mois. Le chef d'État entend proposer un nouveau contrat civique avec la mise en place d'un service universel pour les jeunes, le service militaire adapté, dispositif d'insertion via les armées, pour l'heure seulement en vigueur en Outre-mer, sera également expérimenté en métropole. Cette conférence de presse était aussi l'occasion pour le président de revenir sur la situation économique de la France et de prendre un engagement. François Hollande ne se représentera pas si le chômage ne baisse pas d'ici la fin de son mandat. L'économie à présent. On peut appeler cela une bouée de sauvetage pour la Grèce, sans doute la dernière, puisque la Banque centrale européenne, qui a fait preuve de fermeté hier, a finalement choisi aujourd'hui d'ouvrir un tout petit peu le robinet afin de laisser les banques grecques bénéficier d'un financement d'urgence et obtenir des liquidités. Et ce, alors que le nouveau gouvernement grec vient de faire une tournée des capitales européennes. David Klezewski. Première session parlementaire et déjà la réalité qui rattrape les ambitions grecques. Quelques heures plus tôt, la Banque centrale européenne a décidé de mettre fin à un régime de faveur au bénéfice des banques grecques. Jusqu'ici, elle pouvait emprunter auprès de la BCE en fournissant des garanties de moindre valeur que les autres banques. Un système qui va prendre fin. Nous savions qu'il y aurait des difficultés. Les difficultés ont commencé, la Grèce a un problème. Mais ce n'est pas le problème de la seule Grèce. C'est aussi un problème pour l'Europe. Puisque la dette n'est pas viable, des moyens doivent être trouvés pour rendre la Grèce plus productive, ce qui aidera la Grèce à se remettre sur pied en tant que pays européen. Et cela aidera aussi l'Europe à changer de cap, ce dont elle a besoin. C'est aussi un programme pour lequel le peuple grec a voté. Seule consolation, les 60 milliards d'euros de liquidités que la BCE est prête à consentir en cas d'urgence. L'objectif est de ne pas provoquer la chute des banques grecques ces prochaines semaines et donc de rassurer les marchés. Mais pour l'opposition grecque, la décision de la BCE est un avertissement adressé au nouvel exécutif. Bien sûr, c'est une mauvaise nouvelle pour le pays, mais nous pensons que le Premier ministre va agir comme un Premier ministre responsable et il comprendra que dans l'Union européenne, il y a des règles et que ces règles doivent être respectées. Une position qui doit plaire à l'Allemagne. Au terme d'une rencontre ministérielle attendue, Berlin a vanté la politique de l'ancien gouvernement grec. Une manière d'encourager Athènes à poursuivre la même politique. Il y a eu beaucoup de progrès réalisés en Grèce, la mise en œuvre du programme de réforme, le taux de chômage qui baissera probablement cette année pour la première fois, même s'il est encore beaucoup trop élevé, mais aussi l'exportation grecque est en hausse. Mais côté grec, le cap reste le même, augmenter le salaire minimum, stopper les privatisations impopulaires et réembaucher les fonctionnaires licenciés sans motif. Alors, il y a ce soir des manifestations justement de Grecs à Athènes, des milliers de personnes qui protestent contre ce qui a été décidé par la Banque centrale européenne. On va en parler avec vous, Lionel Friedfeld. Bonsoir, analyste financier. Donc, les Grecs qui doivent
forcément se serrer la ceinture maintenant. Effectivement, c'est une journée difficile alors pour les Grecs, mais pour en fait les marchés financiers, pour la bourse d'Athènes exactement, qui a joué au yo-yo en fait, moins 6% à l'ouverture, moins 3% à la clôture, moins 12% pour les valeurs bancaires. En fait, ça fait suite effectivement à la décision de la BCE, en fait, qui va plus accepter les obligations d'État grec jusqu'à qu'il y ait un règlement en fait sur le problème de la dette grecque. Ouais, donc ça veut dire que pour l'instant, on accorde un peu de liquidité, hein, ça a été décidé aujourd'hui aux banques grecques pour ne pas qu'elles s'effondrent. Alors effectivement, un petit peu de liquidité, la Banque centrale va donner ses liquidités, la Banque centrale grecque également va pouvoir infuser un petit peu d'argent sur le marché, mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que l'Allemagne, derrière, est à l'action, parce qu'elle veut obliger la Grèce à faire des réformes structurelles, et en fait, derrière, on se rend bien compte que le président de la BCE, Mario Draghi, en fait, qui a fait un plan de relance économique, un quantitative easing, un plan d'assouplissement quantitatif il y a quelques semaines, avait déjà eu un bras de fer avec l'Allemagne, et donc il avait gagné, mais aujourd'hui, face à une Allemagne qui veut justement imposer beaucoup plus de réformes à la Grèce, aujourd'hui, il a dû céder. Oui, alors on avait fondé beaucoup d'espoir peut-être chez les Grecs sur ce nouveau gouvernement. Pour l'instant, on s'aperçoit qu'il ne peut pas gagner son bras de fer contre l'Europe. Hein. Non, ils doivent jouer avec l'Europe, ils doivent travailler ensemble pour trouver une solution qui soit bien pour l'Europe et évidemment pour la Grèce. Alors on parle maintenant de la Banque centrale en Israël qui, elle, a préconisé, on est en pleine campagne électorale, ça ne va pas forcément plaire à tout le monde, mais a préconisé une hausse des impôts en Israël. Pourquoi ? Alors effectivement, la Banque centrale, Karnik Flug, le gouverneur en fait, de la Banque centrale, a décidé, ou en tout cas a dit qu'il fallait augmenter les impôts en Israël de 3,6 milliards de dollars, notamment pour couvrir les frais notamment liés au conflit et à la défense. En fait, parce que sinon le déficit budgétaire israélien va passer, on va dire, la limite, le seuil de 3%, qui est très très important. En fait, la véritable question et décision se fera lors des prochaines élections. Ça sera le nouvel gouvernement qui décidera effectivement soit d'augmenter les impôts, soit de réduire les dépenses publiques en Israël. Est-ce que ça veut dire que le taux de prélèvement est très fort en Israël habituellement ? Il est relativement fort dans le monde et effectivement il pourra être augmenté encore plus, mais évidemment ce sont des mesures impopulaires. Merci beaucoup Lionel Friedfeld. Il y a quelques jours, on vous parlait de cette décision de l'Égypte qui place la branche armée du Hamas sur sa liste d'organisations terroristes. Énième épisode des tensions qui existent actuellement entre Gaza et les militaires égyptiens au pouvoir au Caire. Eh bien, le Hamas a annoncé aujourd'hui qu'il contestait cette décision et appelait à manifester. Léa Berdugo. Démonstration de force et d'unité des factions armées palestiniennes de Gaza. Mais cette fois-ci, le message n'est pas dirigé contre Israël. La raison de ce front commun, les mesures prises par l'Égypte après les attaques djihadistes meurtrières qui ont visé ses troupes dans le Sinaï. La décision égyptienne d'intégrer les brigades Ezzadine el-Qassam dans la liste des organisations terroristes est un cadeau à l'ennemi sioniste. Nous invitons nos familles et notre peuple en Égypte à réfuter cette décision injuste et nous les invitons à nous soutenir dans notre lutte contre l'ennemi sioniste. Dans le même temps, le porte-parole du Hamas a lui aussi condamné la décision égyptienne. Il l'a qualifiée de trahison faite à l'histoire. La branche militaire du Hamas n'en sortira pas affaiblie, déclare-t-il. Ses propos sont lourds de sous-entendus. Le blocus continu de la bande de Gaza pourrait pousser le Hamas à des actes qui seraient considérés par Israël comme fous. Ils les qualifieront d'insensés. L'état de blocus ne nous fera jamais abandonner. Alors que la reconstruction de l'enclave palestinienne reste au point mort, Gaza pourrait vite redevenir un foyer de tension. La campagne électorale en Israël à présent, notre débat ce sera dans une quinzaine de minutes. On parlera beaucoup des implications diplomatiques de cette campagne électorale. Mais voici à présent le portrait d'une candidate en campagne en Israël. Il s'agit d'une députée du parti Meretz qui incarne la gauche israélienne et qui se trouve en liste pour le scrutin de mars prochain. Reportage signé Shahar Peled avec Leslie Rezoug. Au premier abord, cette pittoresque prairie du nord d'Israël où paissent les vaches et où les animaux de la ferme se promènent librement a tout l'air d'une petite ferme familiale. Mais en regardant de plus près, on découvre une histoire de survie, car ces animaux ont été sauvés des abattoirs et des fermes industrielles.
La députée israélienne Tamar Zandberg du parti de gauche Meretz s'est rendue en visite sur place. Cette militante pour le droit des animaux est venue constater l'œuvre de ces jeunes révolutionnaires. Cet endroit était rempli d'ordures. Nous sommes venus et nous avons tout déblayé. Nous avons transformé cet endroit, comme vous le voyez, pour que les animaux puissent profiter de leur liberté. De quelle aide avez-vous besoin? Comment vous aider? Quel est le plus important? Tamar Zandberg lutte contre la cruauté envers les animaux et pour l'instauration de cuisine végétalienne dans les établissements publics. L'industrie animale est la source principale de pollution dans le monde. C'est une industrie qui ne cesse de produire de plus en plus, mais qui ne nourrit pas ceux qui en ont besoin. Mais dans un Moyen-Orient pris dans la tourmente, les Israéliens se soucient plutôt de leur sécurité et de la lutte antiterroriste aux dépens des droits des animaux. On ne peut pas se concentrer sur le terrorisme et négliger la pauvreté et vice-versa. La justice sociale ne s'arrête pas à la ligne verte. Et en effet, Tamar Zandberg est l'une des députées les plus actives, avec à son actif pas moins de 380 propositions de loi au cours des 20 derniers mois. Une politique sociale axée sur l'urbanisme, les transports publics et la lutte contre la discrimination. Cette semaine, Meretz a changé de cap dans sa campagne en s'en prenant directement aux dirigeants du parti travailliste, Yitzhak Herzog. D'après les sondages, le parti passerait de justesse le seuil électoral après avoir perdu une bonne partie de son électorat au profit de l'Union sioniste. Nous sommes les partenaires d'Herzog. Nous ne l'attaquons pas, mais nous appelons les électeurs de gauche à la prudence, car s'ils se réveillent le lendemain des élections et découvrent que Meretz n'est pas assez grand, car ils ont donné leur voix à Livni et Herzog pour qu'ils rejoignent finalement le gouvernement de Netanyahou, ils le regretteront. Malgré les faibles perspectives du parti, Tamar Zandberg reste optimiste. Pour elle, il n'est pas trop tard. Les Israéliens peuvent encore choisir le changement. Alors, c'est un mot qui est très employé durant cette campagne électorale. C'est d'ailleurs même l'appellation de l'un des partis, le mot sioniste, repris donc par Tzipi Livni et Yitzhak Herzog. On va en parler avec vous de ce mot parce qu'il est lourd de sens. Bonsoir Nadia Ellis, chercheuse à l'université de Tel Aviv et spécialisée dans l'analyse du discours. Alors, c'est vrai que sioniste, c'est le mot qui revient souvent dans la campagne et pas seulement d'un côté d'ailleurs, de plusieurs côtés. Non, alors cette campagne, c'est très intéressant. Il y a vraiment un usage totalement disproportionné, je dirais même un abus de ce mot qui est pourtant très chargé de sens, mais qui est employé comme si c'était un espèce de joker, un mot valise qu'on peut employer à droite et à gauche, dans le sens vraiment aussi du spectre politique, donc à droite comme à gauche. Nous avons donc cette union sioniste, telle qu'on traduit le nom en français de ce parti d'union entre Herzog et Livni, qui a lancé sa campagne avec une vidéo dans laquelle certains des candidats expliquer selon eux ce que ça veut dire sioniste. Et alors là vraiment on se trouve devant une panoplie de définitions tout aussi différentes les unes des autres. On a sionisme, c'est combattre pour laisser quelque chose à nos enfants. Sionisme, c'est faire l'armée. Sionisme, c'est être responsable de la santé et du bien-être des citoyens. Sionisme, c'est faire en sorte qu'il n'y ait pas de corruption dans la classe politique israélienne. Enfin bref, énormément de définitions différentes qui étaient renfermées dans cette vidéo, qui a été reprise immédiatement après par donc le Likoud, le parti du Premier ministre Netanyahou, qui en a fait une parodie en sous-titrant en fait cette même vidéo et en expliquant pourquoi, selon eux, ces mêmes candidats ne sont pas sionistes, voire ils sont anti-sionistes. Et pourquoi? Parce que, par exemple, il y en a une qui a dit que l'hymne israélien pose un problème pour les citoyens arabes, ou parce que Tzipi Livni, par exemple, s'est opposé à la loi de Netanyahou pour définir l'État juif en tant qu'État juif, Israël en tant qu'État juif. Donc, selon le Likoud, évidemment, eux, ce sont les vrais sionistes, alors que les autres, ce sont les anti-sionistes. Et nous avons aussi un troisième parti qui emploie énormément ce terme, c'est le foyer juif, le parti de Bennett, qui se définit le vrai sioniste, le vrai héritier du sionisme. Pourquoi? Parce que, en gros, l'entreprise des implantations en Judée-Samarie serait vraiment l'héritage laissé par le sionisme qui vient donc reprendre la terre d'Israël. Et en tout ça, il faut se rappeler que le mot sioniste n'est pas un mot vide de sens, au contraire. Le mot sioniste a une définition très précise, et on va le reprendre parce que c'est important de se souvenir que le mot sioniste est une idéologie politique, nationaliste, dont le but était, à la base, de repeupler la terre d'Israël et de créer un État peuplé par les Juifs. Donc sur un plan idéologique et institutionnel, le sionisme voulait rendre aux Juifs le statut
de peuple disposant d'un État. Statut qui avait été perdu en fait il y a 2000 ans à peu près, à l'époque de l'Empire romain. Donc aujourd'hui, le mot sioniste signifie, comme ça signifiait à l'époque, le désir d'autodétermination du peuple juif. Donc quand on parle de pauvreté ou de loi d'État juif ou encore que ce soit d'implantation, on abuse en fait d'un terme qui avait une définition très précise. Merci beaucoup Nadia Ellis. C'est vrai que c'est un terme qu'on emploie aussi également lorsqu'on est un ennemi d'Israël, ça on l'a vu également. Merci beaucoup. Donc, je rappelle que vous êtes chercheuse à l'Université de Tel Aviv et spécialisée dans l'analyse du discours. On reste dans cette campagne justement avec un autre aspect, une mobilisation autour de la diffusion du magazine français Charlie Hebdo. Après les attentats de janvier dernier, eh bien, un parti politique en Israël se mobilise pour qu'il soit distribué après la décision d'une chaîne de magasins qui a préféré le vendre uniquement par correspondance. Ce parti, c'est celui du ministre des Affaires étrangères, Avigdor Lieberman, qui en a fait en quelque sorte son cheval de campagne. Reportage à Tel Aviv, Mathias Inbar avec Maël Benoliel. Le parti russophone Israël Beitenu se sert à nouveau de Charlie Hebdo pour défrayer la chronique. Les jeunes du parti, sparadrap sur la bouche, se mettent en scène en lisant le journal satirique. Ils se réunissent cette fois pour le distribuer, et ce en dépit de l'interdiction du président de la commission centrale électorale, Salim Djoubran. Une décision contre laquelle le parti d'Avigdor Lieberman a déposé un recours auprès de la Cour suprême, et le ministre des Affaires étrangères, présent sur les lieux, de reconnaître à demi-mot qu'il s'agit d'un acte électoraliste. Je pense tout d'abord qu'il s'agit de liberté d'expression, mais il n'y a aucun doute sur le fait que nous sommes dans une période électorale. Tout le monde doit savoir pour quelles valeurs chacun des partis se bat. Je pense qu'il s'agit ici d'un message clair sur le type de valeurs pour lesquelles nous combattons. En attendant la décision de la Cour suprême, le conseiller juridique du gouvernement, Yehuda Weinstein, s'est rangé du côté d'Israël Beitenu. Une aubaine pour une formation qui subit de plein fouet les scandales de corruption concernant les cadres du parti et qui parviendrait, selon les derniers sondages, à atteindre tout au plus 8 sièges contre 13 lors des dernières élections. Il ne s'agit pourtant, selon ce candidat, que de manifester pour la liberté d'expression. C'est sans aucun doute un combat pour la liberté d'expression, contre l'instauration de la charia, contre l'État juif, l'État d'Israël. La question n'est pas de savoir pourquoi Israël Beitenu est là, mais pourquoi notre parti est le seul ici. Où sont les formations de gauche qui défendent la liberté d'expression, de penser, l'idée même de la démocratie? Elles devraient se tenir à nos côtés. Quoi qu'il en soit, Charlie Hebdo se serait bien passé d'être invité sans le vouloir, de plein pied, au cœur des élections israéliennes. On va évoquer maintenant le rapprochement très récent entre les Américains et Cuba, avec l'exemple du sport, qui est sans doute le premier à bénéficier de ce rapprochement. Un triathlon qui vient de se dérouler à La Havane. Michael Friedman. Les États-Unis et Cuba ont connu une histoire tumultueuse au cours de l'histoire. Mais le récent rapprochement entre Washington et la perle des Caraïbes laisse place à de nouvelles opportunités. Et encore une fois, le sport fait office de diplomate. Près de 25 Américains se sont rendus à Cuba pour concourir au triathlon de La Havane. Une participation rendue possible grâce à l'obtention d'une autorisation spéciale délivrée par le gouvernement américain. En tout, ce sont 372 athlètes en provenance de 29 pays différents qui ont fait le déplacement. Mais bien évidemment, les Américains sont au centre de l'attention. Nous traversons un moment spécial avec la normalisation des relations entre Cuba et les États-Unis. Et le sport est aussi une façon de rapprocher les peuples. C'était la première expédition d'une équipe de triathlon américaine en terre cubaine depuis plus de 50 ans. Et les heureux élus pensent qu'ils vont faire des émules pour les prochaines éditions de la course. Je crois que beaucoup d'Américains veulent venir ici et je sais que les Cubains ont envie de nous accueillir aussi. Alors nous avons hâte d'ouvrir la porte. Je pense que les vannes sont ouvertes maintenant et ça ne va pas s'arrêter. L'événement a également ouvert l'appétit des Cubains qui espèrent voir débarquer plus de touristes américains. Le sport est un élément important à Cuba et beaucoup y voient une opportunité de développement économique. Je voudrais que davantage d'Américains viennent par solidarité. Et au-delà de ça, il y a des sportifs de haut niveau qui apportent du prestige à quelconque compétition ayant lieu ici.
Alors que le soleil se couche, le vainqueur est cette fois-ci argentin. Ce n'est que partie remise puisque le gagnant de la catégorie junior est lui américain. Tous les athlètes nous donnent rendez-vous l'année prochaine. Allez, on va terminer avec un événement culturel en Colombie. C'est le peintre Botero qui revient pour la première fois depuis très longtemps pour une exposition dans sa ville natale, Medellín. David Gomba. Medellín, autrefois connue pour son dangereux cartel de drogue, cette métropole de Colombie est aussi la ville natale du plus connu des artistes sud-américains, Fernando Botero. Sculpteur, aquarelliste, ce sont les femmes aux formes voluptueuses qui ont donné à l'artiste cette patte si particulière. Le grand public le connaît aussi pour ses scènes de cirque et pour les figures religieuses qu'il a peintes. Âgé de 82 ans, il est une véritable star de l'art en Amérique du Sud et plus particulièrement à Medellín, où il est réellement vénéré. Le Museo de Antioquia, l'un des plus respectés de Colombie, expose sa série sur le cirque. Un événement qui prend encore plus d'ampleur lorsque le maestro en personne décide de s'occuper de la campagne de publicité. Une rame de métro repeinte entièrement par Botero. Renommé le train de la culture, c'est l'objet d'une véritable fierté pour les habitants de Medellín. Une exposition qui a donné une bonne raison au maestro d'effectuer une sortie publique. En se rendant à l'expo en métro, puis en effectuant le reste à pied, il a pu mesurer sa popularité sans faille auprès des habitants de la ville. Il a aimé le décor, il est très heureux à Medellín. Très content de voir que ça commence à prendre, que l'exposition a de plus en plus d'impact. Mais il était très content du métro. Le Museo d'Antioquia a ces dernières années eu la chance de recevoir de nombreux dons du célèbre artiste. Toiles, esquisses, sculptures, outre le cirque, il compte dans sa collection permanente plus de 187 œuvres du maestro. Plus que n'importe quel autre musée au monde. Voilà, on va se retrouver dans un instant pour la suite du Grand Direct, une page spéciale consacrée aux élections en Israël, un débat où il sera beaucoup question de diplomatie, car effectivement le discours de Netanyahou au Congrès continue de faire des vagues, cette fois au sein du corps de diplomates israéliens. On en parle dans un instant, à tout de suite.